Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre bulletin de nouvelles hebdomadaire InfoTémis. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine à InfoTémis, nous avons les syndiqués de l'enseignement collégial acceptent l'entente de principe en éducation. C'est la fin de la chirurgie vasculaire en Abitibi-Témiscamingue. Une nouvelle formation accélérée est payée pour recruter 1000 préposés en soutien à domicile. La FIC interpelle les députés de l'Abitibi-Témiscamingue pour les négociations. La fonderie Horn n'est plus certaine d'investir pour réduire ses émissions d'arsenic et menace la fermeture de son usine. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18 h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. Le Témiscamingue vibre au rythme des fêtes d'hiver. La fête d'hiver du village de Guérin est de retour après 4 ans d'absence en raison de la pandémie. Environ 200 personnes ont pris part à la fête d'hiver de Guérin samedi dernier, tandis que d'autres Témiscamiens ont passé la soirée à Lorrainville le temps d'un souper-spectacle. Le village de Guérin organisait sa première fête des neiges depuis la pandémie de COVID-19. La moyenne des précédentes éditions oscillait autour de 300 participants, un recul qui n'inquiète pas le comité organisateur. Pour une première en 4 ans, on est très satisfait. Dans la salle, environ 150 personnes prenaient part au bingo. L'organisation a tenté cette année de mettre en lumière des pans de son histoire en organisant des compétitions forestières inspirées du vécu des bûcherons du coin. Les gens ont trouvé cela original. Il y en a beaucoup qui n'avaient jamais vu de godin d'or ou encore cordé des pitounes. Pour la prochaine édition, Gérald Beaupré, un des organisateurs de l'événement, envisage de préparer des jeux forestiers pour les enfants. M. Beaupré stipule que la paye d'un bénévole, c'est la participation du monde. Maintenant, poursuivons du côté de Lorrainville. Le carnaval de Lorrainville, qui se répartit sur plusieurs jours, a accueilli samedi passé la population au centre Richelieu à l'occasion d'un souper-spectacle. Lors de cet événement, on a profité de l'occasion pour couronner la nouvelle reine de cette année, soit Jessie Boyer-Gélina de Belle Humeur électrique. Le titre de Miss Personnalité a été remis à Pamela Larochelle. L'ambassadrice Heidi Falardeau a battu le record pour le plus grand nombre de billets vendus, soit un total de 1239 billets. Suzanne Plot s'est vue remettre un montant de 5 000 $ comme grand prix de participation. Les festivités s'étaient amorcées le 14 février et se poursuivront les 23 et 24 février avec une série d'activités extérieures, dont des sauts acrobatiques en motoneige que vous pourrez voir à notre prochain InfoTémis. Lundi, le 5 février dernier, se tenait une rencontre initiée par la Société de développement et la SADC du Témiscamingue, dont l'objectif était de présenter les résultats d'un sondage mené il y a quelques mois auprès des entrepreneurs dans le domaine de la restauration au Témiscamingue. Ce n'est un secret pour personne. Le domaine de la restauration au Québec vit des réels défis et le Témiscamingue ne fait pas exception à la règle. Et qui dit restaurateur dit aussi dépanneur, puisque la distribution au Témiscamingue passe également par ces commerces qui offrent un service alimentaire de base avec le prêt à manger. Ce sont donc une quarantaine de restaurateurs et de propriétaires de dépanneurs qui ont été sondés au printemps 2023. Ce sont les enjeux qui ont retenu l'attention. Sans aucune surprise, c'est la problématique de la main-d'œuvre qui est en tête de liste. À celle-ci s'ajoute le coût des produits, la distribution, le coût de la main-d'œuvre et la réglementation. Pour le coût des produits et les enjeux des distributions, des discussions ont été entamées avec BNDE Incorporé, le principal distributeur des produits alimentaires au Témiscamingue, afin d'étudier des solutions possibles dans le but de conserver une offre de restauration intéressante sur le territoire.
Un projet de cartographier tout ce qu'il y a comme transport sur le territoire est en processus. Cela va donner une vision de comment on peut faire pour mutualiser certaines ressources. Par exemple, de nombreux camions de transport qui se rendent dans une même municipalité au cours d'une même journée. On se questionne donc sur ce qu'il serait possible de faire pour mutualiser ce genre de services. Même si les solutions miracles n'existent pas pour l'instant, on croit qu'il y a des pistes intéressantes à évaluer et à exploiter, des services efficaces à découvrir et à mettre en place, des liens plus étroits à tisser avec les établissements offrant de la formation dans le domaine, des discussions à poursuivre ainsi que du réseautage à créer et à dynamiser. Le gouvernement du Québec accorde plus de 450 000 $ à 14 médias communautaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, annonce au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi qu'au nom de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, l'octroi d'une somme de 468 257 $ à 14 médias communautaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'année 2023-2024. Le gouvernement du Québec continue d'appuyer le milieu journalistique qui en a grand besoin en ce moment. Ce soutien permettra à ces médias communautaires de continuer à remplir leur mission, consistant à fournir de l'information locale et régionale, tout en favorisant la participation des communautés à leur activité. Rappelons qu'en plus des financements importants assurés depuis 5 ans, le gouvernement a fait adopter une motion à l'unanimité à l'Assemblée nationale afin de demander au gouvernement fédéral de revoir la tarification de Poste Canada en ce qui a trait à la distribution des médias imprimés pour que ces derniers puissent continuer de jouer leur rôle essentiel dans toutes les régions du Québec. À l'échelle nationale, 155 médias communautaires tels que des médias imprimés, des médias en ligne, des radios et des télévisions vont bénéficier d'un soutien financier d'un total de 6,5 millions de dollars pour l'année 2023-2024. Pour la région du Témiscamingue, la télévision communautaire du Témiscamingue obtiendra un montant de 34 250 $ et TVC-TK à Témiscamingue recevra le même montant. Les médias communautaires jouent un rôle fondamental pour la vitalité démocratique dans nos régions. Dans le contexte actuel, qui comporte plusieurs défis pour les médias, il est important que le gouvernement du Québec les appuie financièrement pour les aider à poursuivre leur mission, qui est d'offrir de l'information de qualité adaptée à la réalité de leur communauté, en plus de donner une voix aux citoyennes et aux citoyens. En plus de favoriser l'accès à l'information locale et communautaire partout au Québec, cet appui contribue notamment à souligner l'engagement et l'apport de ces médias à la participation sociale, à l'inclusion économique et à l'action bénévole des Québécoises et Québécois. Vendredi le 16 février dernier avait lieu la finale locale de secondaire en spectacle au Théâtre du Rift de Ville-Marie. Plusieurs élèves de l'école Marcel-Raymond de Lorrainville avaient préparé des numéros de chant, musique, théâtre, animation pour l'occasion et les juges Alexis Gingras, Florence Julien et Mathieu Bourque ont tranché. Le prix relève coup de cœur a été remis à Anaëlle Gironne pour son numéro de chant sur la chanson provocante de Marjo. Dans la catégorie création, ce sont Maïka Drolet, Alissa Dénommé, Danaël Breton et Mélodie Dénommé qui ont touché les juges avec leur sketch intitulé « Ombre d'une fleur ». Enfin, c'est le groupe Illusion, composé d'Alexis Véro, Isaac Bibot, Romanique Paquin, Lévesque, Thomas Barrette, Léane Gironne et Maïna Gironne
qui ont gagné dans la catégorie interprétation avec la chanson illégale de Corbeau. Avant le début du spectacle, Jacob Bergeron, étudiant à cette école, a fait une petite entrevue avec la plupart des participants de la compétition. Voici donc son reportage réalisé pour TVT Miss. Salut, moi je m'appelle Jacob Bergeron, on est présentement au Théâtre du Rift pour secondaire en spectacle. On va interviewer les animateurs, les gens qui montent sur la scène. On est présentement le 16 février pour la finale locale de secondaire en spectacle. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Caleb Gélina. Est-ce que tu as hâte de performer ce soir? Oui, j'ai très hâte. Qu'est-ce que tu fais toi ce soir? J'ai fait un sketch, un numéro d'humour. D'accord. Est-ce que dans le futur, qu'est-ce que tu vises en fait? Parle-moi de tes objectifs, des trophées. Ben, j'aimerais gagner secondaire en spectacle ce soir. Là. OK. Est-ce que tu aimerais aller au national, régional? Ouais, c'est sûr que ce serait bien le fun. Là. Ce serait une belle expérience à vivre. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis avec. Élie Toupin. OK, enchanté de te rencontrer. Qu'est-ce que tu fais toi ce soir? Ce soir, je suis le maître de cérémonie. Ben, maître de cérémonie, je suis pas mal le genre de gars qui va présenter tout le monde puis qui remercie, savoir c'est qui les techniciens, les animateurs, puis je remercie pas mal tout le monde, c'est ça. J'ouvre le bal puis aussi je cloue le spectacle, pas mal. Pas tout par cœur, j'ai des papiers pour les noms parce qu'à un moment donné, je peux pas retenir tous les noms, mais une bonne partie quand même, je le connais par cœur. OK, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu vises de gagner en fait le secondaire en spectacle? Ben, en fait, je peux pas vraiment le gagner. Je suis juste là pour l'animer, mais vraiment, ça serait le fun de, à un moment donné, peut-être de faire un show puis gagner. Ouais, ça serait fun de voir ça. Est-ce que tu aimerais ça, mettons, si tu gagnerais les régionaux, est-ce que tu irais? Ben oui. Oui, tu irais, tu monterais. Tu prendrais ta chance. Ben ouais, c'est une chance dans sa vie quand même. Ça serait Une belle expérience. Ouais, une belle expérience. Parfait. Je suis avec. Salut, c'est Anthony. Content d'avoir une entrevue par toi, Jacob. Ouais, enchanté. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu fais pour secondaire en spectacle? Moi, ma job, c'est organisateur. Fait que je suis la personne qui essaie de tout coordonner les jeunes pour s'assurer qu'ils réussissent leurs petits défis. Que ce soit journaliste, organisateur, artiste ou encore organisateur ou encore technicien. Est-ce que ça se passe bien pour l'instant? Hey, on a des jeunes impliqués. C'est important. Une école de 350 élèves, il faut qu'il y ait du monde qui s'implique. On est rendu à 35 élèves impliqués dans ce projet, même sûrement plus, j'en oublie. Dont toi, Et c'est ça, c'est le fun. Ils trouvent chacun leur rôle, puis je pense qu'ils s'épanouissent. En tout cas, je l'espère. Est-ce que tu aimerais ça gagner, peut-être aller plus loin dans l'aventure de secondaire en spectacle? Moi, c'est sûr qu'avec mon numéro d'organisateur, non, c'est vrai, bien sûr, je suis pas dans la compétition, mais on va sortir, c'est sûr. Moi, à toutes les années, je m'en vais au régional. Fait que, cette année, c'était au Théâtre du Cuivre, dans le fond, le 28 mars, si je m'abuse. Et je vais y aller avec nos gagnants. Souvent, c'est un prix catégorie interprétation, un prix catégorie création totale. Et bien sûr, après ça, un petit prix coup de cœur. Fait on monte en autobus ou en bagnole, puis on s'en va faire tout le temps une belle fin de semaine là-bas. Là. Est-ce que c'est des belles expériences selon les expériences des années dernières? C'est fou, je veux dire, c'est beaucoup d'énergie. À toutes les fois, les jeunes sont à terre. Fait comme l'année prochaine, je m'inscris pas. Puis là, le show, il va. Show must go on, comme dirait Céline. Puis là, tout le monde sont là, ils sortent de là, ils sont fébriles. Pas tout le monde, mais la majorité sort de là. Puis ils disent, hey, faut faire ça. Puis un peu comme ceux-là qui gagnent, là, on se cachera pas tout le temps aller plus loin. Puis c'est un peu leur récompense à tous les efforts qu'ils ont donnés par rapport aux arts. Là. Des fois, c'est des élèves qui sont un peu cachés à l'école. C'est pas les plus comiques des fois. Des fois, c'est des chanteurs, des chanteuses ou même du monde qui fait d'expression dramatique. Puis quand ils débarquent là-bas, ils se font reconnaître parce qu'ils font leur talent artistique. Fait que ça, c'est tout le temps des belles expériences. Puis, dans les dernières années, on est chanceux. On a eu des filles qui ont gagné au régional, dont Anna Rose et Marie-Soleil Lauzon, puis même Daphné Lafrenière avec son texte. Et on s'est ramassé au Pan québécois. Fait que là, de voir nos jeunes de Marcel Raymond qui représentent tout le Québec, c'était fou. Là. J'en avais la chair de poule. J'ai pleuré. Bon. C'est notre secret, là. OK, je le garde. Tu le dis à personne? Non. OK, merci. Alors là, aujourd'hui, je suis avec. Romanique Paquin-Lévesque. Et toi? Isaac Bibeau. Enchanté de vous voir, les gars. Je suis content de vous voir. Tout ça, on est bien heureux de te voir. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au spectacle? On joue, on est un band de musique, on joue à secondaire en spectacle, dans le fond. OK. Est-ce que tu as hâte de vivre l'expérience ce soir, la foule? Ben oui, ça va être le fun, surtout qu'on joue avec le Ben à Thomas, je pense que ça va être bien le fun, puis voir tout le monde. Première fois au Rift. Ouais? Oui. T'as hâte? Crémouille. Toi-même? C'est une belle salle, tu sais, t'as l'impression de jouer dans un théâtre, là. Ça fait changement de jouer dans
dans, je vais dire, la cafétéria de l'école, mais tu sais, C'est clair. c'est ça. Non, c'est une belle expérience, ouais. Ça va être le fun. Est-ce que vous aimeriez ça, gagner des prix? Ben, c'est sûr que oui, c'est le fun de gagner, mais on est là pour s'amuser, là. Oh, c'est beau. Mais au fond de nous autres, c'est sûr qu'on aimerait ça gagner, ouais. OK. Toi, t'es d'accord avec ça? L'esprit compétitif embarque un peu. Ouais. C'est pas nous autres qui gagnent, mais c'est pas grave. On va l'avoir fait pareil. L'important, c'est d'essayer, comme qu'il dit. OK, OK. Est-ce que vous pensez que l'expérience, si vous montez encore plus loin, ça va être encore plus effrayant? C'est sûr que oui. C'est sûr C'est que sûr oui. que oui. Moi, je pense que plus qu'on continue, plus qu'on s'améliore, puis que c'est tout le temps de plus en plus le fun, là, toutes les fois qu'on joue. Développe un peu ton... Ouais. OK. Ça. Ouais, c'est le fun. Je suis content de vous avoir parlé, les gars. Merci, Merci. merci. Aujourd'hui, je suis avec... Alissa. Mélodie. Maïka. Ben, je suis content de vous voir, les filles. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, aujourd'hui, en fait? Une création dramatique. Quelles sont les émotions évoquées dans votre show? J'en ai un peu entendu parler, ça a l'air que ça va... La tristesse, parce que c'est une histoire très triste, la colère, un sentiment aussi de dégoût de soi-même. OK, OK. Est-ce que vous aimeriez ça que votre show gagne un prix quelconque? Ou... Ben, ça serait un gros plus, j'imagine, mais l'important, c'est plus de transmettre un message. OK. Tout ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui, ben je pense que Excuse. surtout notre but, ça serait de faire réagir, faire pleurer le public ou au moins qu'il y ait des frissons, là. Ça serait déjà un bon début. OK. Ben, j'aime ça, les filles. C'est un sujet sensible, mais on veut que ça vienne chercher les gens, ça vienne les toucher. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. En art dramatique, on en a déjà fait un que on s'était trouvé vraiment bonne et que les gens aussi avaient beaucoup réagi. Puis à partir de là, il y a petit à petit, ce projet-là est né. Puis Mélodie, elle a fait un projet d'écriture, une écriture incroyable pour le scénario. Puis ça a donné ce numéro-là, donc on est vraiment fiers. Oui, très fière. Vraiment. Est-ce que vous êtes stressé de performer ce soir devant cette foule? Oui, très stressée. Effectivement. Oui, quand même. Est-ce que vous pensez quand même que vous allez faire un bon show? Vous avez confiance en vous? Oui, j'ai quand même confiance que ça va être bon. On s'est beaucoup pratiqué. Ouais, hier, sur un petit stress de général, ça a bien été pour nous, vraiment bien. Fait que ça devrait bien aller aujourd'hui aussi. Bon, ben c'est bon, j'ai hâte de voir ça. Merci. Parfait. Aujourd'hui, je suis avec. Zoé? Enchanté de te rencontrer. C'est quoi ton show, toi, à soir? De quoi ça va parler? Ben moi, en fait, je chante une chanson. OK. Ben, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que t'aimerais ça peut-être aller plus loin dans l'expérience de secondaire en spectacle? Oui, ce serait une belle expérience, mais je suis assez à l'aise avec juste ça, là, aussi, là. Ouais, t'es contente avec ce que tu fais en ce moment? Ouais. Est-ce que t'es stressée ce soir de performer devant autant de gens? Un petit peu, mais pas tant, parce que je l'ai fait l'année passée, puis ça a bien été. Fait. OK, c'est pas ta première fois sur scène, toi? Non. Fait que ça l'air d'un peu, Ouais. c'est sûr. Je suis avec. Maïna Barry. Adrien Giaro. Je suis content de vous voir. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, à soir? On fait de l'animation. L'animation, toi aussi? Ouais, exactement. OK, OK. Est-ce que vous avez hâte à l'expérience à soir? Oui, vraiment. Je suis un peu stressée, mais je pense que ça va bien aller. Moi, c'est ma 3e année, fait que, tu sais, j'ai un peu moins de stress, mais quand même, puis c'est tout le temps le fun. Toi, maintenant, c'est ta première fois sur scène? Non, j'ai fait de l'animation à Rivière-des-15, mais là, c'est ma première fois avec un MR. OK. Est-ce que t'as hâte? Oui, vraiment. C'est bon. Est-ce que plus tard, si vous gagnez, mettons, le régional, est-ce que vous allez monter là-bas? Monter au pan québécois? Ouais. D'après moi, oui. Je pense que oui. Moi, il faudrait que je check avec mon horaire de volleyball, mais c'est ça serait très apprécié de monter au pan québécois. J'aime ça vos réponses, j'aime l'enthousiasme. Je vous souhaite un bon show ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi, puis profite bien du show. Ce soir, on va me voir en Jerry Boulet, en Philippe Dano, en Cupidon. Il y a qui d'autre que j'ai? Marc-Antoine Decoy. Marc-Antoine Decoy. Puis j'ai peut-être quelqu'un d'autre, mais je m'en souviens plus. Ah, j'étais bien en hacker et tout. Le gars du Walmart? Ouais, le gars du Walmart. Et en gars du Walmart. Et en voix off. Un homme occupé. Ouais. Tu es avec? Kéliane. Danaël. Vous, qu'est-ce que vous faites pour secondaire en spectacle, pour le spectacle ce soir? Je travaille dans le décor. Je suis actrice. OK. Toi, dans quel show tu joues? L'ombre d'une fleur. OK. Toi, dans le fond, en tant qu'organisatrice, est-ce que tu sens que ton rôle est bien important et... Important?
Oui, ben je dirais que oui, parce que sinon les artistes devraient traîner leurs accessoires en plus des guitares puis plein d'autres choses. Fait que je les aide. Moi aussi, je pense une chance que tu es là, sinon ce serait beaucoup de travail pour les artistes. Ouais, je voudrais pas qu'ils partent chez eux avec des mal de bras. Mhm. Est-ce que tu penses que l'expérience ce soir va être formidable? Ça va être insane. Ça va être... OK. Est-ce que tu penses que la foule va être en délire? Ben, peut-être pas pour mon show, là, parce que c'est assez dramatique, là, mais oui. Est-ce que tu penses que les émotions apportées dans ton show vont être bien transmises pour le public? J'espère que oui, mais ça devrait, là. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as hâte d'être sur la scène vu que c'est ta première fois ici? Ouais, Pas de stress? il y a point S. OK. Je suis avec Edmond Girard. Enchanté, Monsieur Girard. Qu'est-ce que tu fais ce soir au spectacle? Moi, je fais l'animation. L'animation. Est-ce que c'était beaucoup de travail, beaucoup d'heures? Oui, mais je pense que normalement, ça aurait dû en prendre plus, mais on s'est pris relativement tard pour composer l'animation. Est-ce que tu penses que malgré tout, ça va bien se passer? Absolument, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai foi en mon équipe. OK. Est-ce que c'est ta première année, en fait, toi, que tu viens ici, sur la scène? Sur la scène, oui, c'est la première fois que je viens animer secondaire en spectacle, effectivement. Puis comment tu te sens? Est-ce que tu es fébrile, du stress? Un peu stressé, je veux dire, mais c'est un bon stress. Un bon stress? C'est un bon stress. Stress de performance? Absolument. C'est bon. J'ai animé le Finissons le show l'an passé. Le show pour financer le bal des finissants à AEMR. C'était beaucoup plus de logistique que cette année. Beaucoup plus compliqué, je dois admettre. Bon, fait qu'est-ce que si t'aurais un choix entre les deux, quel t'aurais aimé mieux? Je dirais secondaire en spectacle. Ouais? Ouais. Bon, c'est bon. Salut, aujourd'hui je suis avec Chad Neveu. Enchanté, Monsieur Neveu. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ce soir pour le secondaire en spectacle? Ben, je fais partie de la technique de son, puis de la projection des vidéos, puis je roule des fils. Ouais, c'est notre tête. OK. Est-ce que c'était beaucoup de travail se préparer pour ce show-là? Ben, la générale a été dure hier soir, mais on va être prêt. J'en ai entendu parler. Comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu es fébrile, stressé? Non, il n'y a pas de stress là à avoir. Pas de stress. Est-ce Non. que c'est ta première fois, toi, que tu fais ça ou? Ouais, c'est ma première expérience. Wow. Puis pas de stress pendant tout? Non, pas trop. Bon, ben c'est bon, on aime ça. France Rondeau, propriétaire de la boutique Fantaisie et Romance depuis environ 8 ans, souligne que la lingerie demeure un incontournable pour les couples autant à la Saint-Valentin que tout au long de l'année. Une présence qui, à la Saint-Valentin comme durant le reste de l'année, répond à un besoin réel malgré la popularité des achats en ligne. Devant un faible bassin de population, les propriétaires des boutiques érotiques de la région jonglent avec des défis propres à leur réalité. La sexualité demeure un sujet tabou, mais elle l'est de moins en moins. C'est beaucoup plus accepté maintenant. Les gens sont plus à l'aise. Le son de cloche est le même pour Daniel Larouche, copropriétaire des boutiques Charme et Passion de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. De plus en plus, le monde ne craint pas de passer la porte. Cependant, les deux entrepreneurs ne s'en cachent pas. Une peur de jugement probablement exacerbée par le petit milieu freine une certaine clientèle à franchir le pas de la porte. Pour se garantir une clientèle en région, la discrétion est de mise. Néanmoins, l'inconfort persiste dans une communauté où tout le monde se connaît, comme le Témiscamingue. Autant les jeunes qui ne veulent pas se faire étiqueter ou se faire voir par leurs parents, que le travailleur qui va se dire « il ne faut pas que mes collègues ou mes clients voient que j'ai pénétré dans le sex shop », les chances de croiser une connaissance restent relativement faibles dans un tel commerce. La boutique Charme et Passion a, quant à elle, cloisonné ses sections pour plus d'intimité. Si quelqu'un a une question et qu'il y a d'autres mondes, on le prend et on l'emmène dans un coin pour y répondre. Les deux boutiques ont leur propre site web transactionnel et leur service de livraison depuis longtemps. Les clients ont donc le loisir de commander à distance et de repartir avec leurs commandes emballées ou même de faire du lèche-vitrine. Les autres boutiques en ligne et les géants du web mettent toutefois de l'ombre au tableau des boutiques érotiques de la région. C'est impossible de les concurrencer. Malgré tout, l'expérience en boutique et les conseils offerts sur place valent leur pesant d'or. En ligne, on ne voit pas le produit, donc on a parfois de drôles de surprises.
L'inflation n'épargne pas le secteur du divertissement pour adultes. Les temps sont plus tranquilles à Ville-Marie, où la propriétaire de la boutique Fantaisie et Romance estime qu'elle enregistre de 20 à 50 % moins de ventes ces derniers temps. Son objectif en 2024 est de survivre à l'inflation. Pour augmenter ses ventes, France Rondeau a une section de produits pour fumeurs qui représente la moitié de son revenu. À Rouyn-Noranda, Daniel Larouche se montre plutôt optimiste. Les besoins restent, donc les clients vont venir. C'est sûr que oui, on a vu une petite vague comme le marché complet a vu une vague. Il ne faut également pas s'attendre à faire des millions avec ça. La clientèle sera dans les boutiques érotiques d'une part pour régler des problèmes et d'autre part simplement pour le plaisir solitaire ou en duo. Beaucoup vont venir parce que la routine s'installe dans le couple. Certains professionnels de la santé redirigent leurs patients vers eux pour des produits qui peuvent aider à la lubrification et au plancher pelvien, par exemple. Les personnes aux prises avec des problèmes érectiles y trouvent aussi souvent leur compte. Au fil des ans, les tendances et les produits ont évolué. France Rondeau, qui a démarré sa boutique érotique pour aider les gens à affronter les différents problèmes auxquels ils feront face dans leur vie, espère pour l'avenir vaincre les tabous liés à la sexualité. Les patients nécessitant une opération vasculaire devront dorénavant se rendre au Centre universitaire de santé McGill à Montréal, puisque le service qui était auparavant offert à Amos n'est plus disponible en Abitibi-Témiscamingue depuis le 1er janvier. Le chirurgien Éric Duprat et ses collègues ont tenu ce service à bout de bras au cours des dernières années en espérant de la relève qui n'est finalement jamais venue. Ils souhaitaient pouvoir maintenir le service pour redonner le flambeau à une recrue qui arriverait avec les nouvelles connaissances et la formation plus moderne, et en faire un service distinct pour que ça puisse continuer en Abitibi, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à recruter. Le chirurgien vasculaire est un expert dans l'évaluation, le diagnostic et le traitement des pathologies reliées aux vaisseaux sanguins, excluant ceux du cœur et du cerveau. Il faut savoir que la chirurgie vasculaire est maintenant devenue une spécialité distincte nécessitant un programme complet de 5 ans d'études universitaires. Le docteur Duprat et ses collègues sont des chirurgiens généraux thoraciques qui pratiquaient aussi la chirurgie vasculaire. La tâche de travail était rendue trop importante. Ça devenait impossible de maintenir chacune des disciplines avec le vieillissement de la population. Le docteur Duprat dit être bien conscient que la décision de fermer le service n'est pas idéale, mais qu'elle a dû être prise à contre-cœur. Il s'agit d'une clientèle vulnérable avec souvent des patients plus âgés, malades, qui ont beaucoup de problèmes de santé différents, à mobilité réduite, aux ressources limitées. Et ce sont des grandes distances. Les Abitibiens savent très bien ce que c'est de voyager en hiver, que ce soit par la route ou par les airs. Le chirurgien craint d'ailleurs des répercussions importantes pour certaines personnes. Il va certainement y avoir des situations où le transfert ne pourra pas être fait à temps et il va y avoir des conséquences malheureuses pour certaines personnes. Les médecins spécialistes commencent aussi à manquer dans les grands centres, ce qui inquiète Dr Duprat, lequel craint que la région puisse perdre d'autres spécialités dans les prochaines années. D'ici quelques années, ce sont plusieurs équipes qui vont être fragilisées si on ne réussit pas à recruter des gens. Éric Duprat et ses collègues pouvaient rencontrer de 400 à 500 patients par année pour des évaluations en lien avec la chirurgie vasculaire. Parmi eux, de 100 à 150 patients étaient opérés chaque année. Le transfert de toutes ces personnes pourrait représenter des coûts importants. Quand on fait venir l'avion-ambulance, ce sont des coûts assez astronomiques. Il y a donc un enjeu certainement de coûts. Dr Éric Duprat précise que lui et ses collègues ont fait des représentations auprès du ministère de la Santé depuis une quinzaine d'années. Même si le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
comprend l'importance du dossier, on n'a jamais senti l'intérêt. En fait, on n'a jamais de retour d'aucune façon aux différentes représentations faites. C'est comme si c'était inexistant comme préoccupation pour les gens à Québec. On dirait qu'il y a une facilité à se rabattre sur les transferts comme solution à tout, sans nécessairement saisir toutes les subtilités que ça implique. Le docteur Duprat précise avoir cependant obtenu une bonne écoute de la part de la députée caquiste d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, qui dit suivre le dossier de près. Elle affirme que le gouvernement est sensible à cette situation et travaille justement pour améliorer l'accès aux soins de santé pour les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue. Madame Blais ajoute que le ministère appuiera également les démarches du CISAT afin de combler les ressources dans la région. Prenez du break. Les membres des syndicats de l'enseignement collégial de la région adoptent l'entente de principe conclue avec le Québec pour le renouvellement de leur convention collective. Les syndiqués du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont adopté à 78 % l'entente de principe de la table centrale qui traite des dispositions financières. Ils se sont aussi prononcés à 95 % en faveur de l'entente sectorielle portant sur les clauses normatives. Ceux du Centre d'études collégiales de Chibougamau ont accepté à 93 % l'entente de principe de la table centrale et à 86 % l'entente sectorielle. Pour le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec, Félix-Antoine Lafleur, les résultats sont l'aboutissement d'une mobilisation historique de plusieurs mois. Toute la mobilisation de l'été dernier, les grandes manifestations, les 11 journées de grève à l'automne dernier, M. Lafleur pense qu'on peut dire pour ces syndicats que c'est l'aboutissement de toute cette mobilisation qui les a amenés à entériner les ententes de principe dans chacun des syndicats. Il note par ailleurs le faible taux d'acceptation de l'entente de principe de la table centrale par les enseignants du Cégep. À 78 %, c'est le taux le plus faible en région. Ça dénote quand même une certaine insatisfaction par rapport au niveau qui a été consenti. Un des enjeux était beaucoup de solidarité. M. Lafleur pense que les offres qui étaient sur la table ne répondaient peut-être pas toutes aux aspirations que les enseignants avaient, en particulier envers leurs confrères et leurs consoeurs des autres secteurs. C'est une démonstration, encore une fois, de la solidarité. Lorsqu'on forme un front commun, on ne regarde pas seulement son propre gain. M. Lafleur insiste pour dire que le mouvement syndical a permis d'attirer l'attention sur un réseau public qui a besoin de plus d'investissement de la part du gouvernement. C'est le 20 février que tous les syndicats de la province membres du Front commun auront achevé le vote sur l'entente de principe. Les craintes exprimées par plusieurs experts en cybersécurité n'ébranlent pas Élections Québec qui compte déployer l'an prochain son projet pilote sur le vote par Internet. Les électeurs de Rouyn-Noranda se retrouvent au cœur du débat puisque leur municipalité a été retenue parmi les 21 villes du Québec pour participer au projet pilote qui sera lancé lors des prochaines élections municipales. Il n'est vraiment pas question d'introduire définitivement le vote par Internet au Québec. C'est un premier essai de très petite envergure pour tester cette façon de voter. Environ 300 000 électeurs répartis dans différents quartiers devraient être admissibles au vote par Internet aux élections de 2025. Ce nombre représente environ 4 % de l'électorat. Il faut d'abord ériger la base et s'assurer que des responsables, des équipes et des exigences sont en place chez Élections Québec. Il y a beaucoup d'éléments à problème et ce que les gens doivent comprendre, c'est que toute notre vie est sur Internet. Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda, se réjouit pour sa part que la municipalité puisse participer au projet pilote d'Élections Québec. On le sait que c'est un processus qui est appelé à voir le jour. On sait que cela ne va pas remplacer les autres modalités.
Il y a les votes dans les résidences pour aînés, mais pour les gens à l'extérieur, pour les gens qui ont de la difficulté à se déplacer, il faut aller vers ça. L'organisme Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue conteste la décision du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue de lui retirer sa reconnaissance officielle. Lors de la dernière réunion du conseil d'administration du CISAT, le 25 janvier dernier, celui-ci a entériné une proposition qui a pour effet d'enlever l'admissibilité de parrainage civique Abitibi-Témiscamingue au programme de soutien aux organismes communautaires. L'organisme, qui existe depuis 23 ans, reçoit 9 000 $ par année grâce à ce programme. Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue offre un service de jumelage entre des personnes handicapées et une quinzaine de bénévoles. Selon le CISAT, l'organisme n'a pas respecté son entente en omettant de transmettre son bilan financier, entre autres. Sans commenter le cas précis de parrainage civique, la présidente directrice générale du CISAT, Caroline Roy, a quand même rappelé les obligations des organismes communautaires. Chaque organisme signe une convention de soutien financier et s'engage à respecter les critères d'admissibilité, à respecter les règles de gestion, à respecter la façon dont il utilise les sommes, à transmettre une reddition de compte, etc. À l'intérieur de la convention, il est même prévu les modalités qui vont s'appliquer si certains critères ne sont pas respectés. Donc, à partir du moment où un organisme ne respecte plus certains critères, c'est le retrait de reconnaissance et du soutien financier à l'organisme. De son côté, Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue conteste vivement cette décision du CISAT. Marianne Pétrin, présidente de Parrainage civique, détaille les difficultés qu'a connues l'organisme dans les dernières années, notamment en raison de conflits avec la directrice générale, certains employés et certains membres du conseil d'administration. Madame Pétrin soutient que les règles du protocole d'entente entre l'organisme et le CISAT n'ont pas été respectées, notamment en ce qui a trait aux communications et aux délais nécessaires avant d'en arriver à un retrait de reconnaissance. La présidente ajoute que Parrainage civique a respecté toutes ses obligations pendant 18 ans et que c'est toujours son intention. À ce jour, le CISAT en a sa possession la majorité des documents demandés pour les redditions de comptes, mis à part les 2 derniers rapports financiers vérifiés par un expert comptable. Marianne Pétrin demande au CISAT de revenir sur sa décision, sans quoi la poursuite des activités de l'organisme est menacée. Alors que le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe bat son plein, des milliers de participants partout au Québec prennent une pause d'alcool pour soutenir la cause de la prévention des dépendances qui est chère à la Fondation. En Abitibi-Témiscamingue, il y a plus de 121 participants inscrits ayant récolté plus de 10 000 $ pour la cause jusqu'à présent. À travers la province, le total amassé à date est de 600 000 $. La Fondation vise 1 million de $ pour sa collecte de fonds cette année. Il reste donc encore 2 semaines pour faire son don à la Fondation Jean Lapointe au www.défi28jours.com. Il est encore temps d'inviter la population à s'inscrire ou à donner au défi28jours.com pour changer des vies. Chaque don contribue aux efforts de sensibilisation auprès des jeunes, aux campagnes de prévention pour éviter les drames et au traitement pour les gens souffrant de dépendance. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, invite les députés d'Abitibi-Témiscamingue à faire pression sur leur gouvernement. Le syndicat rappelle que, contrairement au Front commun, il n'y a aucune entente de principe avec Québec pour ses 1600 membres dans la région. Plusieurs affiches ont été posées mardi matin et une action symbolique s'est tenue devant le bureau du député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour. Mais le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue interpelle aussi les députés d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, et de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard. C'est pour leur faire comprendre
qu'ils ont un rôle important à jouer dans cette négociation. On le sait, l'Abitibi-Témiscamingue est dans une situation particulière et on a besoin d'eux pour la faire reconnaître à l'Assemblée nationale. Ils ont la chance de côtoyer les ministres Sonia Lebel et Christian Dubé. Ils doivent donc faire partie de la solution. Auparavant, lorsqu'on avait un député de l'opposition, on était capable de se faire entendre. Depuis les dernières élections, on dirait que l'Abitibi-Témiscamingue est balayée un peu sous le tapis et pourtant, je peux vous dire que la situation empire au lieu de s'améliorer. Les syndicats, qui font partie du Front commun, ont une entente de principe avec Québec depuis décembre dernier. Leurs 420 000 membres sont appelés à se prononcer sur cette entente depuis quelques semaines. M. Jean-Sébastien Blais, président de la FIC-CISAT, souhaite que Québec s'empresse de reprendre les négociations avec son syndicat dans le but d'améliorer rapidement les conditions de travail de ses membres. On est en phase de négociation, mais pas en négociation active. On est encore en train d'essayer de s'entendre sur des choses de base, comme les ratios professionnels en soins, l'expertise de nos professionnels aussi qui ne doivent pas être déplacés comme des pions. Selon M. Blais, de meilleures conditions offertes à ses membres faciliteront le recrutement en Abitibi-Témiscamingue, ce qui permettra d'améliorer les soins offerts à la population. Malgré le recrutement international, malgré tout ce qui se passe actuellement, on ne voit pas comment on va être en mesure de remplir toutes les promesses que le gouvernement a faites à la population. Les maisons des aînés devraient ouvrir cette année et on sait que plus de la moitié des postes sont vacants. Il y a aussi les services qui doivent se déployer dans le guichet d'accès de première ligne où l'on veut doubler la présence, mais on n'a même pas été en mesure de combler les 4 postes d'infirmières cliniciennes. C'est vraiment inquiétant et finalement, c'est la population qui va payer le prix, affirme M. Blais. La fonderie Horn a annoncé au gouvernement Legault que son engagement d'investir massivement pour réduire les émissions d'arsenic n'est plus garanti. Un document interne du ministère de l'Économie évoque un risque élevé de fermeture de l'usine de Rouyn-Noranda et de la raffinerie CCR de Montréal-Est à court terme. La fonderie Horn semble être à la croisée des chemins et son avenir sera vraisemblablement décidé au cours des 4 prochaines semaines, peut-on lire dans l'état de situation de 6 pages rédigé le 9 février par la Direction des industries stratégiques et projets économiques majeurs. Le coût estimé du projet pour réduire les émissions d'arsenic a augmenté de 50 % en passant de 500 millions de dollars à 750 millions. La haute direction de la multinationale anglo-suisse Glencore doit étudier cette dépense lors de la rencontre du comité d'investissement la semaine prochaine et lors de la réunion du conseil d'administration en Suisse le 29 février prochain. Il sera alors décidé soit d'autoriser les investissements, soit de fermer la fonderie et la raffinerie CCR. La Ville de Rouyn-Noranda juge inacceptable la remise en question du projet de modernisation de la fonderie Horn. La fonderie Horn craint notamment que Québec lui impose de respecter les normes québécoises sur l'arsenic au renouvellement de l'autorisation en 2028. Madame Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda, mentionne que c'est certain que de remettre en question les cibles à atteindre près d'un an après l'autorisation ministérielle, c'est inacceptable. On est à planifier une relocalisation de 200 familles. Il ne faut pas oublier le côté humain là-dedans. La fonderie Horn est la seule fonderie de cuivre au Canada qui pourrait jouer un rôle stratégique dans la transition énergétique. La fonderie Horn est la seule fonderie de cuivre au Canada et la seule en Amérique du Nord qui utilise du matériel électronique recyclé comme intrant. Il s'agit aussi d'un employeur important pour Rouyn-Noranda et l'Abitibi-Témiscamingue, alors que la fonderie emploie 600 personnes en plus de contribuer à 1400 emplois indirects. Selon la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, la solution idéale est que la fonderie Horn atteigne les cibles demandées par l'autorisation ministérielle et que le travail se poursuive.
S'il y avait fermeture, ce sont des conséquences économiques, mais c'est plus que ça. On pourrait questionner les coûts d'une fermeture, dont les coûts environnementaux. La solution idéale, c'est que l'entreprise atteigne les cibles demandées par l'autorisation ministérielle et que le travail se poursuive. Avec les centaines de millions de dollars investis dans son projet de modernisation, la fonderie doit pouvoir atteindre les exigences que lui impose le ministère de l'Environnement d'ici 2028 pour se rapprocher de la norme québécoise et ne pas compromettre la santé des résidents de Rouyn-Noranda. Dans le passé, la compagnie avait déjà fermé une fonderie au Canada. C'était en 2010 à Timmins. Ils ont fermé une fonderie en Ontario. Ils peuvent en fermer une autre au Québec. C'est le problème des grandes entreprises de cette taille. Elles ont les moyens de s'installer ailleurs dans des pays où les normes environnementales sont moins contraignantes. En ce moment, la priorité des dépenses de capital de Glencore s'en vont vers l'Afrique et l'Amérique du Sud. Toutefois, il faut se rappeler que les niveaux de rentabilité de leur activité de cuivre sont très élevés. L'an dernier, les profits de la multinationale étaient estimés à plus de 5 milliards de dollars. Alors pourquoi ils iraient fermer cette fonderie? C'est probablement une négociation. La fonderie Horn avait déjà menacé de fermer lors de la négociation de la précédente autorisation ministérielle. Il est acquis que le gouvernement ne lui donnera pas d'argent. Glencore est déjà admissible à un crédit d'impôt de 150 millions de dollars d'Ottawa et un autre de 125 millions de Québec pour son projet de modernisation menant à la baisse des émissions. En 2022, des données de santé publique démontraient que la population de Rouyn-Noranda a une espérance de vie jusqu'à 6,6 ans de moins que la moyenne québécoise, une plus forte proportion de bébés de faible poids, une plus forte prévalence de cancer du poumon et de maladies pulmonaires que dans le reste du Québec. C'est véritablement à l'été 2022, avec la forte médiatisation du dossier, que les citoyens ont pris la pleine mesure des risques auxquels ils s'exposent. Des parents avouent alors regretter d'avoir eu des enfants à Rouyn-Noranda. La fonderie Horn et le gouvernement du Québec sont visés par un recours collectif qui pourrait potentiellement leur coûter des milliards de dollars. Le porte-parole du Bloc québécois en matière de relations avec les Autochtones, Sébastien Lemire, la porte-parole en matière d'environnement, Monique Posé, et le porte-parole en matière de ressources naturelles, Mario Simard, ont tenu un point de presse le 14 février dernier avec les représentants de la nation Québécois pour dénoncer l'appui du gouvernement fédéral au projet de dépotoir de déchets nucléaires à Chalk River. Imaginez une immense fosse de déchets radioactifs d'1 million de mètres cubes à moins d'1 kilomètre d'un affluent du fleuve Saint-Laurent. Ce n'est pas seulement une très mauvaise option sur le plan environnemental, c'est un désastre annoncé. Une possible contamination radioactive de la rivière des Outaouais serait dévastatrice et pourrait entraîner des conséquences pour l'ensemble du Québec. Le Bloc québécois appuie sans équivoque la contestation judiciaire lancée par la nation québécoise face à cette décision du gouvernement fédéral, déplore Sébastien Lemire. Le Bloc québécois s'est opposé dès le départ à ce projet, notamment en déposant un mémoire à la Commission. Malheureusement, en dépit d'un consensus très fort de gens fermement opposés à ce projet, dont les Premières Nations, ainsi que les villes de Gatineau et de Montréal, le gouvernement fédéral persiste à approuver ce projet. Nous sommes aux côtés de la nation québécoise ainsi que de l'ensemble des Québécois pour dénoncer ce projet de dépotoir nucléaire dont les conséquences écologiques et environnementales seraient dévastatrices. Sachant l'ampleur des répercussions possibles et leur durée dans le temps, il est impensable de mettre en jeu la santé de notre fleuve et celle de millions de gens. C'est jouer à la roulette russe environnementale en menaçant les générations présentes et à venir. Le gouvernement fédéral doit immédiatement annuler son approbation à ce projet, de conclure Monique Posé.
Le gouvernement Legault délie à nouveau les cordons de la bourse pour attirer des employés dans un secteur en pénurie de main-d'œuvre. Cette fois, une formation accélérée et payée visera à recruter 1000 préposés en soutien à domicile. La formation de 705 heures contre 870 heures habituellement sera accompagnée d'une bourse d'études de 12 000 $ versée en 3 étapes, a appris notre bureau parlementaire. Au taux horaire, cela représente l'équivalent d'un salaire à 17 $ de l'heure. 2 montants de 4 000 $ seront d'abord accordés en cours de formation, tandis que la dernière tranche viendra avec attestation d'études professionnelles. En échange, les candidats devront s'engager à travailler au moins 6 mois dans le réseau de la santé. Selon nos informations, les inscriptions seront ouvertes dès aujourd'hui et les classes débuteront au cours des prochaines semaines dans divers centres de formation professionnelle à travers le Québec. Le gouvernement Legault espère ainsi former ces nouveaux employés nommés auxiliaires aux services de santé et sociaux dans le jargon du ministère à temps pour l'automne 2024. Fait à noter, les diplômés seront assurés d'obtenir un emploi à la fin du parcours. L'idée des programmes accélérés et payés a d'abord émergé en pleine pandémie quand le premier ministre François Legault a annoncé la création d'un programme court afin de trouver 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires pour venir prêter main forte au personnel épuisé dans les CHSLD. À ce jour, plus de 7 500 travailleurs issus de cette première cohorte sont toujours en poste. Après cette première offensive, Québec a relancé sa formation express en mai dernier, ce qui a permis de recruter environ 3 000 préposés supplémentaires en faisant passer la bourse d'études de 9 200 à 12 000 $. Toutefois, les diplômés de ces 2 premières vagues peuvent uniquement travailler en CHSLD ou dans une maison des aînés en raison de leur formation beaucoup plus courte de 375 heures. Avec près du double de nombre d'heures en classe, le nouveau groupe de préposés pourra quant à lui travailler à la fois en établissement et en soins à domicile. D'abord créée pour les préposés aux bénéficiaires, l'idée des formations courtes et rémunérées a depuis fait des petits. Le commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, a récemment tiré la sonnette d'alarme sur les besoins dans le domaine des soins à domicile. Dans un volumineux rapport visant à évaluer la performance des programmes gouvernementaux dans le domaine, elle soulignait que l'État québécois ne répond présentement qu'à 10,7 % du nombre d'heures requises. La part du lion des ressources va plutôt au CHSLD et la demande ira en s'accroissant d'ici 16 ans. 365,5 millions d'heures seront nécessaires pour prendre soin des aînés à la maison ou en résidence privée, contre 234,7 millions d'heures présentement. Dans son rapport, Joanne Castonguay invite d'ailleurs le gouvernement à revoir son modèle. Elle souligne que les soins à domicile représentent seulement 4,5 % des dépenses en santé, ce qui place le Québec en queue de peloton parmi les provinces canadiennes. Madame Castonguay mentionne que prioriser le soutien à domicile serait un choix rationnel en matière de financement public des soins de longue durée en raison des coûts considérables de l'hébergement en CHSLD. Or, avec les vagues de froid, vient la demande accrue en électricité, créant ainsi des pointes hivernales. Grâce aux offres d'Hydro-Québec, en consommant moins, vous recevrez plus. Les hivers québécois apportent leur lot de défis en commençant par la pression sur notre réseau électrique lorsqu'il fait froid. Quand les températures chutent, la demande en électricité peut atteindre des sommets records. C'est à ce moment que les pointes hivernales se produisent lorsque l'ensemble des foyers consomment beaucoup d'électricité en même temps, principalement à cause du chauffage des résidences. Il a été démontré que les pointes hivernales surviennent généralement lors des vagues de froid, à des moments précis de la journée. La plupart du temps, elles ont lieu le matin entre 6 h et 9 h et en fin de journée entre 16 h et 20 h. En hiver, tout le monde peut faire sa part pour réduire sa consommation d'énergie
et ainsi contribuer à faciliter la gestion du réseau électrique et de son portefeuille. Voici quelques pistes de réflexion pour repenser ses habitudes de vie afin de faire une réelle différence en période de pointe. Voici 5 gestes simples pour réduire sa consommation pendant une pointe. Premièrement, baisser le chauffage. Une manière simple de faire une différence est de baisser la température d'au moins 2 degrés Celsius dans toutes les pièces de la maison au début d'un événement de pointe. Reporter l'utilisation de l'eau chaude. Il vaut mieux privilégier l'utilisation de l'eau chaude après une pointe pour éviter de faire fonctionner le chauffe-eau lorsque la demande en électricité est à son apogée. De simples ajustements de notre emploi du temps à des moments précis pour les tâches nécessitant de l'eau chaude, comme partir le lave-vaisselle ou la laveuse ou prendre une douche, peuvent avoir un impact significatif. Troisièmement, privilégier les plus petits électroménagers. Les gros électroménagers tels que la laveuse, la sécheuse et le four sont de grands consommateurs d'électricité. Il est toujours mieux de remettre à plus tard leur utilisation afin de réduire notre demande. Mais heureusement, il y a de plus petits électroménagers qui sont aussi adaptés et plus économes. C'est le cas de la mijoteuse, du micro-ondes ou de la friteuse à air qui peuvent, en période de pointe, répondre aussi bien à nos besoins. Quatrièmement, recharger le véhicule électrique durant la nuit. Il est préférable de programmer la recharge de la voiture électrique durant la nuit plutôt qu'en période de pointe, lorsque tout le Québec sollicite en même temps le réseau électrique. Et cinquièmement, adhérer aux offres d'Hydro-Québec. Hydro-Québec propose des offres qui permettent de faire des économies sur notre facture d'électricité durant la saison hivernale. Il s'agit d'un incitatif pour ceux et celles qui souhaitent faire une différence. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'option de crédit hivernal dans votre espace client d'Hydro-Québec. À titre d'exemple, l'option de crédit hivernal permet d'obtenir un crédit d'environ 54 cents pour chaque kilowattheure consommé en moins par rapport à la consommation habituelle. L'hiver dernier, les personnes inscrites à cette offre et qui ont posé les bons gestes ont économisé en moyenne 70 $. Le service de maison intelligente ILO vous permet aussi d'économiser de l'énergie en période de grande demande. Ces thermostats connectés automatisent la baisse temporaire des températures de consigne lors des défis. ILO afin d'optimiser vos récompenses en argent. Vous recevez un avis de défi la veille et le tout est joué. La température de vos thermostats diminue automatiquement. L'hiver dernier, la clientèle ayant participé au défi ILO a reçu en moyenne 140 $ en récompense en argent. Vous pourriez également économiser jusqu'à 15 % sur votre facture annuelle d'électricité grâce à ILO. Si autant d'efforts sont mis en place pour réduire les pointes hivernales, c'est parce qu'elle exerce une forte pression sur le réseau d'Hydro-Québec. Lorsque celui-ci est à pleine capacité, on doit souvent se tourner vers des marchés voisins en payant un prix plus élevé ou d'autres sources d'énergie moins vertes. Faites comme les milliers de Québécois inscrits aux offres d'Hydro-Québec et économisez lors de la prochaine vague de froid en réduisant votre consommation d'électricité. Consultez le site web d'Hydro-Québec pour vous inscrire et découvrir davantage de gestes à poser. L'impact des délais d'attente qui ont provoqué des problèmes récurrents et chroniques à la Direction de protection de la jeunesse DPJ fait actuellement l'objet d'une large enquête à travers tout le Québec. Nous avons documenté la question des délais d'attente pour les enfants dont la DPJ a retenu le signalement et nous constatons que la situation semble s'être aggravée. L'initiative revient à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a décidé de se pencher sur les délais d'attente et d'évaluer l'application des mesures dans les dossiers d'enfants pris en charge par la DPJ. L'organisme compte ainsi porter son attention sur les délais de 2 listes d'attente, soit l'attente avant l'évaluation d'un signalement par la DPJ et celle avant l'application de mesures quand la sécurité et le développement de l'enfant sont considérés comme compromis.
Cette enquête s'avère nécessaire en raison des nombreux problèmes constatés par la Commission des droits lors de ces enquêtes individuelles et des enjeux soulevés par des juges dans le cadre des ordonnances en lésion de droit. Il y a quelques mois, des intervenants du milieu ne s'expliquaient pas que les délais d'attente pouvaient atteindre jusqu'à 41 jours à l'échelle de la province, voire plus du double en moyenne à Montréal, pour obtenir une première évaluation. Une enquête sur l'ensemble du Québec permettra de recommander des solutions systémiques pour le bien-être des enfants parmi les plus vulnérables. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, des changements importants concernant le régime des rentes du Québec sont entrés en vigueur le 1er janvier dernier. Ces modifications ont été réalisées dans le but d'offrir une plus grande flexibilité financière aux personnes à la retraite. Parmi les changements effectués, on y retrouve la possibilité d'arrêter de cotiser au régime à partir de 65 ans pour les personnes qui recevront déjà leur rente de retraite. Une meilleure protection sera offerte aux participantes et aux participants qui continueront de travailler à temps partiel ou qui commenceront à recevoir leur rente après 65 ans. Le salaire qu'elles ou qu'ils obtiendront après 65 ans ne pourra réduire la moyenne de gains de carrière utilisée pour calculer leur rente. La hausse de l'âge maximal pour pouvoir demander une rente de retraite passera de 70 à 72 ans. Il y aura un arrêt automatique des cotisations après 72 ans. À partir du 1er janvier 2024, les travailleuses et travailleurs de 65 ans ou plus qui reçoivent déjà leur rente de retraite ou qui voudraient retourner sur le marché du travail pourront décider de cotiser ou non au régime des rentes du Québec. Pour assurer aux Québécoises et aux Québécois un meilleur revenu à la retraite, le régime de rente du Québec est composé depuis 2019 d'un régime de base et d'un régime supplémentaire. La mise en place de ce dernier se fait de façon graduelle jusqu'en 2025. Le taux de cotisation global au régime de base et au régime supplémentaire du régime de rente du Québec demeurera de 12,8 % pour la portion de salaire comprise entre 3 500 et 68 500. Les personnes dont le salaire est supérieur à 68 500 cotiseront jusqu'à un plafond plus élevé. En effet, une nouvelle cotisation de 8 % sera prélevée sur la portion de leur salaire comprise entre 68 500 et 73 200. Toutes ces cotisations seront partagées en parts égales entre les personnes salariées et leur employeur. Les travailleuses et travailleurs partagés en autonome continueront d'assumer les deux parts de la cotisation. Rappelons que les jeunes travailleurs et travailleuses bénéficieront de l'augmentation la plus marquée de leur rente de retraite, tandis que les personnes qui prendront leur retraite au cours des prochaines années auront droit à une augmentation de leur rente proportionnelle au nombre d'années où elles auront cotisé au régime supplémentaire. La saison des impôts est à nos portes avec ses bonnes et ses mauvaises nouvelles pour les contribuables. Au revoir COVID-19, bonjour inflation et taux d'intérêt, la saison des impôts prend une autre couleur cette année grâce à de légères mesures visant à protéger le portefeuille des consommateurs et à freiner le coût de la vie. L'année 2023 ne marque pas de changement majeur en matière de mesures fiscales pour les particuliers. Les gouvernements ont plutôt opté pour la prudence et la stabilité. Tout au plus, quelques mesures touchent les taux d'imposition et le plafond de cotisation pour donner un peu d'oxygène au budget des ménages. Québec a décidé de réduire de 1 % le taux d'imposition sur les deux premières tranches de revenus les moins élevés. Jusqu'à 49 275 $, l'impôt passe de 15 % à 14 %. Pour la deuxième tranche de 49 276 à 98 540 $, il passe de 20 % à 19 %. Au fédéral, le gouvernement a augmenté le montant personnel de base. Ce montant s'élève à 15 000 $ pour l'année d'imposition 2023
pour les particuliers dont le revenu net ne dépasse pas les 165 430 $, montant sur lequel s'applique un crédit d'impôt de 15 % pour les contribuables qui gagnent plus que le montant personnel de base. À revenu élevé, contribution plus élevée. Les particuliers aux revenus élevés qui utilisent des avantages fiscaux pour réduire leur impôt devront contribuer davantage pour porter leur juste part du fardeau fiscal. Le taux d'impôt minimum est donc passé de 15 % à 20,5 %. Bon à savoir, les paiements électroniques gagnent du terrain partout. Le fisc emboîte le pas depuis le 1er janvier si vous devez un montant de 10 000 $ ou plus en impôts. Il n'est plus permis de le régler par chèque. Vous devrez effectuer le paiement par voie électronique, sinon vous pourriez devoir payer des pénalités. Le CELIAP a fait son entrée en 2023. La mise en place du CELIAP en 2023 est la grande nouveauté pour les personnes qui songent à acheter une première propriété. Cet outil d'épargne permet de mettre de côté 8 000 $ par année à l'abri de l'impôt jusqu'à concurrence de 40 000 $. Si vous avez ouvert un CELIAP en 2023, vous pouvez déduire de vos revenus les cotisations versées jusqu'au 31 décembre 2023. Si vous avez acheté une propriété en 2023 et que vous l'avez revendue en faisant un bénéfice, moins de 365 jours après, le profit réalisé n'est plus admissible à l'exemption du gain en capital. Il devient imposable à 100 % plutôt qu'à 50 % auparavant. Cette mesure s'inscrit dans la volonté de contrer la crise du logement et de limiter la pratique des flips immobiliers qui contribuent à la flambée des prix des propriétés. Vous êtes parent ou avez une famille? Malgré l'inflation, les familles avec enfants ne bénéficient pas de nouvelles mesures importantes pour soulager leur budget cette année, même si elles en auraient bien besoin avec l'épicerie, les loyers ou les frais d'hypothèque qui augmenteront encore sensiblement cette année. En revanche, plusieurs mesures continuent d'être en vigueur, telles qu'un crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants. Vous êtes un aidant naturel? Pour contrer la crise du logement et la pénurie de places dans les résidences pour personnes âgées, un nouveau crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 7 500 $ est disponible pour couvrir une partie des dépenses engagées en vue d'aménager une habitation multigénérationnelle afin de loger une personne de 65 ans ou plus ou un adulte admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Vous pouvez demander jusqu'à 50 000 $ de dépenses pour chaque rénovation admissible effectuée, jusqu'à un crédit maximal de 7 500 $ par demande. Vous êtes parent ou conjoint d'un adulte vivant avec un handicap qui cohabite avec vous? Dorénavant, il est maintenant permis dans le cas d'un frère ou d'une sœur. L'Agence du revenu du Canada a simplifié la procédure administrative de demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées. Vous êtes un retraité ou un aîné? À compter de 2024, l'âge maximal pour demander la rente du régime de rente du Québec sera repoussé de 70 ans à 72 ans. Un travailleur cessera de cotiser au régime des rentes du Québec à compter du 1er janvier de l'année où il atteint l'âge de 73 ans et à compter de 65 ans, il pourra faire le choix d'arrêter d'y cotiser s'il touche déjà le RRQ ou le régime de pension du Canada. Pour l'année d'imposition 2023, si votre revenu imposable était supérieur à 86 912 $, vous devez rembourser une partie de votre sécurité de la vieillesse. De même, si votre revenu imposable était supérieur à 142 609 $ entre 65 et 74 ans et à 148 179 $ à partir de 75 ans, vous ne recevez aucun paiement de la sécurité de vieillesse. Le crédit d'impôt pour les activités des aînés a été éliminé. Vous êtes aux études? L'inflation entraîne des répercussions sur les dépenses quotidiennes des étudiants, qu'il s'agisse du logement ou de l'épicerie. Le gouvernement fédéral en a tenu compte pour revoir à la hausse le retrait maximal que les étudiants peuvent effectuer de leur régime enregistré d'épargne études.
Vous êtes travailleur? À partir de 2023, le montant maximal de la déduction pour outils admissibles pour les gens de métiers salariés passe de 500 $ à 1 000 $. Vous bénéficiez d'un régime de retraite? Les cotisations maximales du régime de pension du Canada et du régime de rente du Québec ont été augmentées de 6,5 %. Le maximum des gains annuels donnant droit à une pension est de 66 600 $. Vous êtes un épargnant ou un investisseur? Le plafond de cotisation au compte d'épargne libre d'impôt, CELI, est passé à 6 500 $ pour 2023. À compter de 2024, le crédit pour l'achat d'une action du Fonds de solidarité, la FTQ de Fondation, ne sera plus disponible pour un particulier dont le revenu est imposable au taux le plus élevé de la table d'impôt des particuliers. Frais de santé. En ce qui concerne le régime public d'assurance médicaments du Québec, la prime annuelle maximale à payer à Revenu Québec lors de votre déclaration de revenus 2023 passe de 710 $ à 720,50 $. COVID-19, pour l'année d'imposition 2023, vous ne pourrez plus demander le crédit de 500 $ pour les dépenses liées au télétravail en raison de la COVID, ni la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement qui offrait un soutien aux revenus temporaires pendant la pandémie. Surtout, n'oubliez pas de produire vos déclarations au plus tard le 30 avril 2024. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Info Témis. Au revoir.